Bonsoir, bienvenue sur D8. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. J'ai moi-même écrit des petits textes, des récits. Si bien sûr vous voulez nous faire parvenir les vôtres, ou alors un simple message, on les attend sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag VBN, ou alors bien sûr il y a la page Facebook, vous pouvez nous joindre, il n'y a pas de souci. Je voudrais dire un petit merci à Frédéric et Julien de Tibrec qui m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses. Tibrec est une association pour les malentendants. Voilà, donc je vous conseille d'aller faire un tour sur Internet et de regarder qui ils sont et ce qu'ils font. Ils sont à Vers-sur-Marne dans le 77. C'est sur l'île de Virginie, près de Port-Maurice, que Paul et Louis... c'est pas ça. Sur l'île Maurice, près de Port-Virginie, que Paul et Maurice... Toujours pas. Sur l'île Maurice, près de Port-Louis, que Paul et Virginie... J'y suis. Voisins grandissent et s'en prennent d'amour très tôt l'un pour l'autre. Ils ne reçoivent que très peu d'éducation, une histoire très chaotique. Chaotique? Chaotique. Et Kiki va passer dans le zap de TPMP, c'est Bibi. Donc, une histoire semée d'amour, de mensonges, d'espoir et de drame, plus dramatique que dire chaotique. On retourne tout de suite à la lecture de Paul et Virginie. Je m'en étais arrêtée à la page 254. Comme un homme sauvé du naufrage sur un rocher, je contemple de ma solitude les orages qui frémissent dans le reste du monde. Mon repos même redouble par le bruit lointain de la tempête. Depuis que les hommes ne sont plus sur mon chemin et que je ne suis plus sur le leur, je ne les ai plus. Je les plains. Si je rencontre quelques infortunés, je tâche de venir à son secours par mes conseils, comme un passant sur le bord d'un torrent tend la main à un malheureux qui s'y noie. Mais je n'ai guère trouvé que l'innocence attentive à ma voix. La nature appelle en vain, et à elle le reste des hommes. Chacun d'eux se fait d'elle une image qu'il rêvait de ses propres passions. Il poursuit toute sa vie ce vain fantôme qui l'égare. Et il se plaint ensuite au ciel de l'erreur qu'il s'est formée lui-même. Parmi un grand nombre d'infortunés que j'ai quelquefois essayé de ramener à la nature, je n'en ai pas trouvé un seul qui ne fût enivré de ses propres misères. Il m'écoutait d'abord avec attention dans l'espérance que je les aiderais à acquérir de la gloire ou de la fortune. Mais voyant que je ne voulais leur apprendre qu'à s'en passer, il me trouvait moi-même misérable de ne pas courir après leur malheureux bonheur. Il blâmait ma vie solitaire, il prétendait que seul était utile aux hommes, et il s'efforçait de m'entraîner dans leur tourbillon. Mais si je me communique à tout le monde, je ne me livre à personne. Souvent, il me suffit de moi pour me servir de leçon à moi-même. Je repasse dans le calme présent les agitations passées de ma propre vie, auxquelles j'ai donné tant de prix, les protections, la fortune, la réputation, les voluptés et les opinions qui se combattent par toute la terre. Je compare tant d'hommes que j'ai vus se disputer avec fureur ces chimères et qui ne sont plus au flot de ma rivière, qui se brisent en écumant contre les rochers de son lit et disparaissent pour me revenir jamais. Pour moi, je me laisse entraîner en paix au fleuve du temps, vers l'océan de l'avenir qui n'a plus de rivage, et par le spectacle des harmonies actuelles de la nature. Je m'élève vers son auteur, et j'espère dans un autre monde de plus heureux destin. Quoi qu'on n'aperçoive pas de mon ermitage, situé au milieu d'une forêt, cette multitude d'objets que nous présente l'élévation du lieu où nous sommes, il s'y trouve des dispositions intéressantes, surtout pour un homme qui,
comme moi, aime mieux rentrer en lui-même que s'étendre en dehors. La rivière qui coule devant ma porte passe en ligne droite à travers les bois, en sorte qu'elle ne me présente un long canal ombragé d'arbres de toutes sortes de feuillages. Il y a des tatamacs, des bois d'ébène, et de ceux qu'on appelle ici bois de pommes, bois d'olive et bois de cannelle. Des bosquets de palmistes élèvent, çà et là, leurs colonnes nues et longues de plus de 100 pieds, surmontées à leur sommet d'un bouquet de palmes, et paraissent au-dessus des autres arbres comme une forêt plantée sur une autre forêt. Il s'y joint des lianes de divers feuillages qui s'enlaçant d'un arbre à l'autre, forment ici des arcades de fleurs, là de longues courtines de verdure. Des odeurs aromatiques sortent de la plupart de ces arbres et leurs parfums ont tant d'influence sur les vêtements mêmes qu'on sent ici un homme qui a traversé une forêt quelques heures après qu'il en est sorti. Dans la saison où ils donnent leurs fleurs, vous les diriez à demi couverts de neige. À la fin de l'été, plusieurs espèces d'oiseaux étrangers viennent, par un instinct incompréhensible, de régions inconnues, au-delà des vastes mers, récolter les graines des végétaux de cette île et posant l'éclat de leurs couleurs à la verdure des arbres rembrunis par le soleil. Telles sont, entre autres, diverses espèces de perruches et les pigeons bleus, appelés ici pigeons hollandais. Les singes, habitants domiciliés de ces forêts, se jouent dans leurs sombres rameaux, dont ils se détachent par leurs poils gris et verdâtres, et leurs faces toutes noires. Quelques-uns s'y suspendent par la queue et se balancent en l'air. D'autres sautent de branche en branche, pourtant leurs petits dans leurs bras. Jamais le fusil meurtrier n'y a effrayé ces paisibles enfants de la nature. On n'y entend que des cris de joie, des gazouillements et des ramages inconnus de quelques oiseaux des terres australes, que répètent au loin les échos de ces forêts. La rivière qui coule en bouillonnant sur un lit de roche, à travers les arbres, réfléchit çà et là, dans ces eaux limpides, leur masse vénérable de verdure et d'ombre, ainsi que les jeux de leurs heureux habitants. À 1000 pas de là, elle se précipite de différents étages de rochers et forme à sa chute une nappe d'eau unie comme le cristal qui se brise en tombant en bouillon d'écume. 1000 bruits confus sortent de ces eaux tumultueuses et dispersées par les vents dans la forêt. Tantôt ils fuient au loin, tantôt ils se rapprochent tous à la fois et assourdissent, comme les sons des cloches d'une cathédrale. L'air sans cesse renouvelé par le mouvement des eaux entretient sur les bords de cette rivière, malgré les ardeurs de l'été, une verdure et une fraîcheur qu'on trouve rarement dans cette île, sur le haut même des montagnes. À quelque distance de là est un rocher assez éloigné de la cascade pour qu'on n'y soit pas étourdi du bruit de ces eaux, et qui en est assez voisin pour y jouir de leur vue, de leur fraîcheur et de leur murmure. Nous allions quelquefois dans les grandes chaleurs dîner à l'ombre de ce rocher. Madame de la Tour, Marguerite, Virginie, Paul et moi. Comme Virginie dirigeait toujours au bien d'autrui ses actions, même les plus communes, elle ne mangeait pas un fruit à la campagne, qu'elle n'en mit en terre les noyaux ou les pépins. Il en viendra, disait-elle, des arbres qui donneront leurs fruits à quelques voyageurs, ou au moins à un oiseau. Un jour donc, qu'elle avait mangé une papaye au pied de ce rocher, elle y planta les semences de ce fruit, bientôt après qu'il y crut plusieurs papayers, parmi lesquels il y en avait un femelle, c'est-à-dire qui porte des fruits.
Cet arbre n'avait pas si haut que le genou de Virginie à son départ, mais comme il croît vite, 2 ans après, il avait 20 pieds de hauteur. Et son tronc était entouré dans sa partie supérieure de plusieurs rangs de fruits mûrs. Paul, s'étant rendu par hasard dans ce lieu, fut rempli de joie en voyant ce grand arbre sorti d'une petite graine qu'il avait vu planter par son ami, et en même temps il fut saisi d'une tristesse profonde par ce témoignage de sa longue absence. Les objets que nous voyons habituellement ne nous font pas apercevoir de la rapidité de notre vie. Ils vieillissent avec nous d'une vieillesse insensible, mais ce sont que nous revoyons tout à coup, après les avoir perdus quelques années de vue, qui nous avertissent de la vitesse avec laquelle s'écoule le fleuve de nos jours. Paul fut aussi surpris et aussi troublé à la vue de ce grand papayer chargé de fruits qu'un voyageur l'est, après une longue absence de son pays, de n'y plus retrouver ses contemporains et d'y voir leurs enfants qu'ils avaient laissés à la mamelle, devenus eux-mêmes pépères de famille. Tantôt, il voulait l'abattre parce qu'il lui rendait trop sensible la longueur du temps qui s'était écoulé depuis le départ de Virginie. Tantôt, le considérant comme un moment de bienfaisance, il baissait donc son tronc et lui adressait des paroles pleines d'amour et de regret. Ô arbre dont la postérité existe encore dans nos bois, je vous ai vu moi-même avec plus d'intérêt et de vénération que les arcs de triomphe des Romains. Puisse la nature, qui détruit chaque jour les monuments de l'ambition des rois, multiplier dans nos forêts ceux de la bienfaisance d'une jeune et pauvre fille. C'était donc au pied de ce papayer que j'étais sûre de rencontrer Paul, quand il venait dans mon quartier. Un jour, je l'y trouvai accablé de mélancolie, et j'eus avec lui une conversation que je vais vous rapporter. Et je ne vous suis point trop ennuyeux par mes longues digressions, pardonnables à mon âge et à mes dernières amitiés. Je vous la raconterai en forme de dialogue, afin que vous jugiez du bon sens naturel de ce jeune homme. Et il vous sera aisé de faire la différence des interlocuteurs par le sens de ses questions et de mes réponses. Il me dit: « Je suis bien chagrin. Mademoiselle de la Tour est partie depuis 2 ans et 2 mois. Et depuis 8 mois et demi, elle ne nous a pas donné de ses nouvelles. Elle est riche, je suis pauvre. Elle m'a oubliée. J'ai envie de m'embarquer. J'irai en France. J'y servirai le roi. J'y ferai fortune. Et la grande-tante de mademoiselle de la Tour me donnera sa petite nièce en mariage, quand je serai devenu un grand seigneur. » Oh, mon ami, ne m'avez-vous pas dit que vous n'aviez pas de naissance? Ma mère me l'a dit, car pour moi, je ne sais ce que c'est que la naissance. Je ne me suis jamais aperçue que j'en eusse moins qu'un autre, ni que les autres en eussent plus que moi. Le défaut de naissance vous ferme en France le chemin aux grands emplois. Il y a plus. Vous ne pouvez même être admis dans aucun corps distingué. Vous m'avez dit plusieurs fois qu'une des causes de la grandeur de la France était que le moindre sujet pouvait y parvenir à tout. Et vous m'avez cité beaucoup d'hommes célèbres qui, sortis de petits États, avaient fait honneur à leur patrie. Vous vouliez donc tromper mon courage? Mon fils, jamais je ne l'abattrai. Je vous ai dit la vérité sur les temps passés, mais les choses sont bien changées à présent. Tout est devenu vénal en France. Tout y est aujourd'hui le patrimoine d'un petit nombre de familles ou le partage des corps. Le roi est un soleil que les grands et les corps environnent comme des nuages. Il est presque impossible qu'un de ces rayons tombe sur vous.
Autrefois, dans une administration moins compliquée, on a vu ces phénomènes. Alors les talents et le mérite se sont développés de toutes parts, comme des terres nouvelles qui, venant à être défrichées, produisent avec tout leur suc. Mais les grands rois qui savent connaître les hommes et les choisir sont rares. Le vulgaire des rois ne se laisse aller qu'aux impulsions des grands et des corps qui les environnent. Mais je trouverai peut-être de ces grands qui me protégera. Pour être protégé des grands, il faut servir leurs ambitions ou leurs plaisirs. Vous n'y réussirez jamais, car vous êtes sans naissance et vous avez de la probité. Mais je ferai des actions si courageuses, je serai si fidèle à ma parole, si exacte dans mes devoirs, si zèle et si constant dans mon amitié, que je mériterai d'être adopté par quelqu'un d'eux, comme j'ai vu que cela se pratiquait dans les histoires anciennes que vous m'avez fait lire. Oh mon ami, chez les Grecs et chez les Romains, même dans leur décadence, les grands avaient du respect pour la vertu. Mais nous avons une foule d'hommes célèbres en tout genre, sortis des classes du peuple, et je n'en sache pas un seul qui ait été adopté par une grande maison. La vertu sans nos rois serait condamnée en France à être éternellement plébéienne. Comme je vous l'ai dit, ils la mettent quelquefois en honneur lorsqu'ils l'aperçoivent. Mais aujourd'hui, les distinctions qui lui étaient réservées ne s'accordent plus que pour de l'argent. Au défaut d'un grand, je chercherai à plaire à un corps. J'épouserai entièrement son esprit et ses opinions. Je m'en ferai aimer. Vous ferez donc comme les autres hommes. Vous renoncerez à votre conscience pour parvenir à la fortune. Oh non, je ne chercherai jamais que la vérité. Au lieu de vous faire aimer, vous pourriez bien vous faire haïr. D'ailleurs, les corps s'intéressent fort peu à la découverte de la vérité. Toute opinion est indifférente aux ambitieux, pourvu qu'ils gouvernent. Que je suis infortunée. Tout me repousse. Je suis condamnée à passer ma vie dans un travail obscur, loin de Virginie. Et il soupira profondément. Que Dieu soit votre unique patron, et le genre humain votre corps. Soyez constamment attachés à l'un et à l'autre. Les familles, les corps, les peuples, les rois ont leurs préjugés et leurs passions. Il faut souvent les servir par des vices. Dieu et le genre humain ne nous demandent que des vertus. Mais pourquoi voulez-vous être distingué du reste des hommes? C'est un sentiment qui n'est pas naturel, puisque si chacun l'avait, chacun serait en état de guerre avec son voisin. Contentez-vous de remplir votre devoir dans l'état où la Providence vous a mis. Bénissez votre sort, qui vous permet d'avoir une conscience à vous, et qui ne vous oblige pas, comme les grands, de mettre votre bonheur dans l'opinion des petits, et comme les petits de ramper sous les grands pour avoir de quoi vivre. Vous êtes dans un pays et dans une condition où, pour subsister, vous n'avez besoin ni de tromper, ni de flatter, ni de vous avilir, comme font la plupart de ceux qui cherchent la fortune en Europe. Où votre état ne vous interdit aucune vertu, où vous pouvez être impunément bon, vrai, sincère, instruit, patient, tempérant, chaste, indulgent, pieux, sans aucun ridicule viennent flétrir votre sagesse, qui n'est encore qu'en fleurs. Le ciel vous a donné de la liberté, de la santé, une bonne conscience et des amis. Les rois, dont vous ambitionnez la faveur, ne sont pas si heureux. Ah, il me manque Virginie. Sans elle, je n'ai rien. Avec elle, j'aurai tout. Elle seule est ma naissance, ma gloire et ma fortune. Mais puisqu'enfin sa parente veut lui donner pour mari un homme d'un grand nom, avec l'étude et des livres, on devient savant et célèbre,
je m'en vais étudier. J'acquerrai de la science. Je servirai utilement ma patrie par mes lumières, sans nuire à personne et sans en dépendre. Je deviendrai fameux et ma gloire n'appartiendra qu'à moi. Mon fils, les talents sont encore plus rares que la naissance et que les richesses, et sans doute ils sont de plus grands biens, puisque rien ne peut les ôter, et que partout ils ne concilient l'estime publique. Mais ils coûtent cher. On ne les acquiert que par des privations en tout genre, par une sensibilité exquise qui nous rend malheureux au-dedans et au-dehors par les persécutions de nos contemporains. L'homme de robe n'en vint point en France la gloire du militaire, ni le militaire celle de l'homme de mer. Mais tout le monde y traversera votre chemin, parce que tout le monde s'y pique d'avoir de l'esprit. Vous servirez des hommes, dites-vous, mais celui qui fait produire à un terrain une gerbe de blé de plus leur rend un plus grand service que celui qui leur donne un livre. Oh, celle qui a planté ce papayer a fait aux habitants de ces forêts un présent plus utile et plus doux que si elle leur avait donné une bibliothèque. Et en même temps, il saisit cet arbre dans ses bras et le baisa avec transport. Le meilleur des livres qui ne prêchent pas l'égalité, l'amitié, l'humanité et la concorde, l'Évangile à servir pendant des siècles de prétexte aux fureurs des Européens. Combien de tyrannies publiques et particulières s'exercent encore en son nom sur la terre? Après cela, qui se flatterait d'être utile aux hommes par un livre, rappelez-vous quel a été le sort de la plupart des philosophes qui leur ont prêché la sagesse. Homère, qui l'a revêtu de vers si beaux, demandait l'aumône pendant sa vie. Socrate, qui en donna aux Athéniens de si aimables leçons par ses discours et par ses mœurs, fut empoisonné juridiquement par eux. Son sublime disciple Platon fut livré à l'esclavage par l'ordre du prince même qui le protégeait. Et avant eux, Pythagore, qui étendait l'humanité jusqu'aux animaux, fut brûlé vif par les crotoniates. Que dis-je? La plupart même de ces noms illustres sont venus à nous défigurer par quelques traits de satire que les caractérisent, l'ingratitude humaine se plaisant à les reconnaître là. Et si dans la foule la gloire de quelques-uns est venue nette et pure jusqu'à nous, c'est que ceux qui les ont portés ont vécu loin de la société de leurs contemporains. Semblables à ces statues qu'on tire entières des champs de la Grèce et de l'Italie, et qui, pour avoir été ensevelis dans le sein de la terre, ont échappé à la fureur des barbares. Voyez-vous donc que, pour acquérir la gloire, orageuse des lettres, il faut bien de la vertu et être prêt à sacrifier sa propre vie. D'ailleurs, croyez-vous que cette gloire intéresse en France les gens riches? Ils se soucient bien des gens de lettres, auxquels la science ne rapporte ni dignité dans la patrie, ni gouvernement, ni entrée à la cour. On persécute peu de ce siècle indifférent à tout. Or, à la fortune et aux voluptés, mais les lumières et la vertu n'y mènent à rien de distingué. Parce que tout est dans l'état, le prix de l'argent. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition de Voyage au bout de la nuit. Si vous avez des récits, des poèmes, ou alors que vous souhaitez nous faire parvenir des messages, vous pouvez bien sûr le faire via les réseaux sociaux avec le hashtag VBN, ou alors à l'adresse postale de D8 qui est un rue des Enfants du Paradis à Boulogne. Je vous souhaite une très bonne nuit ou alors un très bon début de journée à tous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.